Salut les amis, ce que je voulais faire aujourd'hui c'était une petite vidéo d'introduction à Haskell pour montrer un côté sympa qui est la dérivée automatique de comportement. L'idée c'est de faire une petite vidéo que tout le monde peut comprendre sans avoir de grandes connaissances, de connaissances avancées en Haskell et montrer qu'en écrivant très très peu de code on peut arriver à faire plein de choses de sympas. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser aux arbres binaires. Alors je vais pas regarder les arbres binaires équilibrés ou les arbres binaires ordonnés. Donc là c'est juste des arbres binaires au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que j'ai comme sur le petit schéma qu'il y a ici, oui, je viens d'effacer. Alors, à droite de l'écran, hein, mon moniteur de texte, à gauche, ma console dans laquelle je vous ferai des exemples en live, et je viens d'effacer ma session d'essai, donc il y a plein de trucs dégueulasses, mais rassurez-vous, ce ne sera pas aussi affreux que ça. Donc, bref, l'arbre binaire qui est ici, il a un nœud qui a deux enfants. Et un enfant de gauche, par exemple, peut être, donc le fils gauche peut être un nœud qui a lui-même deux enfants, ou peut-être une feuille que j'appelle leaf ici. Donc ça c'est un arbre binaire, tout ce qui est plus classique. Ça peut par exemple servir à représenter, par exemple, la généalogie de quelqu'un, parce que généralement les gens ont deux parents, en tout cas biologiquement parlant. Et donc forcément, arbre de gauche, parent 1, arbre de droite. Et quand on ne sait pas qui est le parent, voilà, et ben on peut mettre une feuille. C'est un exemple à la con, mais vous trouvez certainement plein de cas d'application des arbres binaires. Après, c'est vrai que dans la littérature, on s'intéresse bien plus quand même aux arbres binaires équilibrés et aux arbres binaires ordonnés qui servent à faire des structures données ayant des performances d'accès intéressantes. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Alors, un arbre binaire comme ça, en Haskell, on va créer un type pour ça. Et la création de type, ça serait avec le mot-clé data. Data, je vais créer un type et je vais lui donner un nom à ce type-là. Et je vais aussi dire, je vais lui mettre un paramètre de polymorphisme. En gros, là, ça, c'est j'ai créé un type. Je suis en train de créer un type trité. C'est-à-dire que c'est pas juste un arbre, c'est un arbre qui peut contenir n'importe quel sous-type. C'est-à-dire que plus tard, on verra l'arbre treeInt. Donc, on aura treeInt qui sera un arbre binaire qui contient des entrées, treeString qui sera un arbre binaire qui contient des strings, treePoulet qui sera un arbre binaire qui contient des poulets, et ainsi de suite. Donc là, T, et à partir de ce moment-là, dans la définition qui est à droite de l'opérateur égal, chaque fois que vous verrez T, et ça fera référence à int si on a un arbre d'int, à string si on a un arbre de chaîne de caractères, et à poulet si on a un arbre de poulet. Donc, on a dit qu'un arbre, c'était soit une feuille, comme on l'a vu, soit, et donc les différents cas possibles se font avec le type le ou, soit un nœud, je vais appeler node, qui contient en gros un sous-arbre, une valeur, et un autre sous-arbre. Le sous-arbre gauche, qui est ici, le sous-arbre droit qui est là, et le nom de la valeur qui est là. On pourrait donner des noms en disant en l'appelant directement sous-arbre droit, sous-arbre gauche et valeur, mais en fait pour trois éléments c'est pas forcément important, et en plus l'ordre est assez équivoque, hein. Clair, c'est-à-dire que celui qui est à gauche c'est l'arbre de gauche, celui qui est à droite c'est l'arbre de droite, la valeur du milieu c'est la valeur. Bon. Et donc là j'ai créé un arbre, je vous le jure, je vais charger mon fichier et je peux créer des valeurs. T égale une feuille. Ça, c'est mon arbre. Faut que je sauvegarde, vous savez, sauvegarder, ça peut être utile. Ok. T est égal une feuille. Faut que je recharge. Voilà. T est égal une feuille. Ou T est égal, tiens, on va faire l'arbre de gauche que j'avais avant, donc l'arbre que j'ai là, donc un nœud qui contient un sous-arbre, qui contient un nœud, node, une feuille, une valeur 5, une autre feuille. Ok, et la valeur en haut c'est 12 et le sous-arbre de droite c'est une feuille. Hop là, on a un arbre. Cool. Ok, donc on voit plusieurs choses intéressantes et il y a vraiment plein de choses qui se passent dans cette ligne, ces deux lignes là. C'est qu'on a créé un arbre polymorphique, on a montré qu'on avait plusieurs cas de figure, et en plus de ça, on a créé les fonctions qui servent à créer l'arbre. C'est-à-dire que en plus de dire que notre arbre il a cette structure là, leaf et node sont aussi des fonctions qu'on peut appeler pour créer notre arbre. Donc c'est assez fort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des fonctions sur cet arbre. Qu'est-ce qu'on va faire comme fonction? On va calculer la somme des valeurs qu'il y a dedans. Alors la somme de l'arbre, par exemple la somme d'une feuille c'est 0. En Haskell, on va faire beaucoup d'analyses de cas, c'est-à-dire qu'on va dire quels sont les différents cas de figure de ma fonction, et on va le traiter. Donc premier cas, c'est la somme de l'arbre, c'est une feuille. Deuxième cas, un nœud. Ok, donc left, v, right est égal. Alors là, je m'arrête ici, c'est que ici, j'ai un cas particulier, j'ai ce qu'on appelle un opérateur de depacking ou un opérateur de pattern matching. C'est quelque chose qui est hyper connu dans plein de langages comme Python, mais dans Haskell, on va le pousser un peu plus. Par exemple, en Python ou en Haskell ou dans pas mal de langages, vous pouvez facilement écrire genre A, B est égal 1, 2. Et donc A c'est 1 et B c'est 2.
C'est ce qu'on appelle du unpacking généralement, du dépackage, ouais, bref, je sais pas comment on le dit en français. En gros, on a mis, voilà. Et donc, on se sert autant de la syntaxe de tuple ici pour créer un objet. Si je fais 1, 2, je peux le créer, que de la syntaxe de tuple de l'autre côté ici pour dépacker A et B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des patterns. Et il y a ça en Haskell, mais poussé sur n'importe quel type que vous allez créer, vous allez automatiquement des patterns créés. Donc on a le pattern leaf, qu'on a ici, on a aussi le pattern node. Le pattern node, bah, on va dire si je passe un node qui contient un sous-arbre gauche, une valeur, un sous-arbre droit à cette fonction, et ben le sous-arbre gauche se retrouvera dans left, la valeur se retrouvera dans v, et le sous-arbre droit se retrouvera dans right. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer la somme de cet arbre-là? Bah, c'est simple, c'est la valeur plus la somme de l'arbre de gauche plus la somme de l'arbre de droit. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Haskell est un langage statiquement typé, vérifié à la compilation. Donc cette fonction-là, si je fais des erreurs qui ont des trucs qui n'ont pas de sens à la compilation, ce sera vérifié à la compilation. Par exemple, si je dis que ma somme, elle envoie ici une chaîne de caractères, et ben il va craquer parce qu'il me dit... alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il, comme moi, je ne lui ai pas donné trop d'informations sur les types, il plante là où c'est plus cohérent. Donc par exemple ici, c'est tout à fait cohérent d'avoir une fonction qui renvoie une chaîne de caractères. Sauf qu'il là, il dit, ok, mais je vais utiliser l'opérateur plus, ça va pas aller, c'est pas logique, parce que l'opérateur plus, il marche pas sur la chaîne de caractères. Donc, mais en tout cas, on peut pas faire ce genre d'erreur. Voilà. On peut aussi, de façon amusante, si j'essaie d'ajouter certainement un truc qui est un entier, plus un arbre, bah évidemment il râle en disant bah je suis pas content, ça marche pas, c'est pas ce que je veux. Voilà. Ça c'est très très fort. Comparé à des langages dynamiques, en fait, on a une vérification à la compilation, ce qui est rassurant. En contrepartie, on n'a pas une syntaxe qui est assez lourde avec des types de partout, avec voilà. Donc ça, c'est un côté intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'inférence de type. Il y a un mécanisme qui trouve automatiquement les types. Donc on pourrait s'amuser à écrire le type de cette fonction, mais je ne vais pas le faire. En tout cas, le compilateur l'a trouvé tout seul, donc voilà. Bon, maintenant, bah, on peut calculer cette... on peut, si on veut, calculer la somme de notre arbre, donc somme tri de t. Hop, on obtient la somme d'un arbre qui contient 5 et 12, bah, ça fait 17, ça marche bien. Ok. Maintenant, je vais m'arrêter là, je vais arrêter d'écrire des fonctions, parce que faire des fonctions Haskell, c'est relativement simple et ça l'a fait. Je vais par contre voir à quel point Haskell permet de faire la programmation générique. Alors, programmation générique, quand on parle de ça, on pense souvent polymorphisme. Par exemple, en C++, on dit la programmation générique, vecteur T. Voilà. Non, parce que la programmation générique, ça va être comment je peux écrire du code qui marche quel que soit le type que je passe en paramètre. Alors, je ne vais pas écrire du code qui marche quel que soit le type qui passe en paramètre, mais je vais utiliser du code qui a été écrit quel que soit le type qui passe en paramètre. Par exemple, je vais écrire la fonction, ça me permet de faire de la dérivée de comportement. Par exemple, je vais dire à mon compilo, ok, écris-moi automatiquement les fonctions d'affichage pour mon type. Donc maintenant, si j'ai fait ça, j'ai écrit juste deriving show, et maintenant, si je récupère mon t là, je peux faire show de mon t, et c'est extraordinaire, j'ai un affichage des trucs. Donc là, j'ai pas écrit de code du tout, et automatiquement, je récupère l'affichage. On peut aussi dériver l'égalité entre deux types. Donc ça, c'est voilà, de la même manière, on peut dériver l'égalité entre deux types. Donc par exemple, si je prends mon type t, je fais t égale t, c'est égal, hein, et t est égal node leaf 3, non leaf 2, leaf, c'est pas le même type, c'est pas égal, d'accord. Je pourrais aussi dériver, si je le désire, une relation d'ordre, mais j'ai pas envie. Hashable. Hashable, alors il va râler parce qu'il demande que je l'ai générique avant, mais ça c'est un détail. D'implémentation comme on dit. Hashable, ça me permet de hasher mon type. Donc ht, voilà, je peux calculer un hash de mon type, donc c'est pratique. Si je veux le mettre dans une structure qui demande un hash, ou si j'ai donné un hash, j'ai pu le calculer. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai mis des trucs au départ, là c'est un peu de boilerplate pour avoir accès à ces fonctionnalités là. Passons. Je peux dériver serialize. Alors serialize, ça permet de serialiser mon type. Donc le mettre sur le disque. Si je fais encode de t, j'ai une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, je vais pouvoir l'écrire sur mon disque et la décoder. Alors, il y a un peu de gizmo là pour le décodage parce que la fonction décode, elle sait pas à l'avance quel type vous voulez. Mais donc c'est pour ça que j'ai dû dire que je voulais un arbre d'entier.
Ok, donc là j'ai récupéré mon arbre directement. Le write ici c'est pour dire qu'il arrive à se décoder, parce que il peut ne pas arriver à décoder, dans ce cas-là il renverra. Bah tiens, si je lui demande de décoder un arbre de chaîne de caractères, bah, il va m'envoyer left, parce que bah, il n'a pas réussi à décoder, parce que bah, il s'en sortait pas, parce que c'est pas un arbre de chaîne de caractères que j'ai sauvegardé sur le disque. Voilà, voilà. Alors maintenant je peux faire d'autres choses marrantes, par exemple je vais dériver functor. Functor, c'est une fonction super marrante qui permet d'appliquer une fonction sur tous les éléments de votre donnée. Vous connaissez ce principe-là, hein, vous le connaissez dans plein de langages, c'est la fonction map, qui en SQL s'appelle fmap pour différentes raisons historiques. Si je dis que je veux multiplier par 2 les éléments de la liste de 1 à 5, et ben j'obtiens la liste de 2 à 10. Okay. Je peux aussi faire ça sur un arbre. Maintenant, voilà, t égale, hop, si je fais fmap de x2 sur mon arbre T, et ben j'obtiens, j'avais avant 5 et 12, maintenant j'ai 10 et 24. Ça c'est super intéressant, j'ai pas eu à l'écrire, voilà. J'aurais pu l'écrire si je voulais, hein, mais je dérive automatiquement. Je peux dériver aussi foldable. Foldable. Alors foldable c'est pour faire en fait toute opération de réduction qu'on appelle aussi de fold. Pour prendre un exemple de fold, hein, fold L de plus 0 et la liste de 1 à 5, bah, ça va faire quoi? Ça va faire 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, en gros la somme des nombres de 1 à 5, ce qui fait normalement 15. Okay, et ça c'est générique, c'est-à-dire que je peux le faire maintenant sur mon arbre. Donc foldel, le plus 0 et mon arbre T, hop là, ça marche aussi, 17. Donc en fait j'ai remplacé ma fonction sumTree, j'ai pas besoin de l'écrire. Et ce qui est bien c'est qu'en fait ça marche maintenant pour n'importe quel opérateur de fold. Et en plus il y a plein de fonctions assez sympas qui ont des noms, donc genre somme, la somme sur mon arbre ça marche maintenant. Le minimum sur mon arbre ça marche. Le maximum sur mon arbre, ça marche aussi. La longueur de mon arbre, ça marche aussi. Toutes ces fonctions-là, j'ai pas eu à les écrire, elles dérivent automatiquement de foldable. Alors évidemment, pour un arbre binaire arbitraire, c'est intéressant. Pour un arbre binaire qui serait ordonné et équilibré, ou même pas forcément équilibré d'ailleurs, on chercherait à surcharger certaines fonctions comme minimum et maximum parce qu'on n'a pas besoin de parcourir tous les éléments, on a juste besoin d'aller à gauche dans l'arbre ou à droite dans l'arbre. Ça c'est un détail, on verra plus tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... ah oui, tiens, bah, d'ailleurs, je peux virer ma fonction sumTree, j'en ai plus besoin, hein, parce qu'évidemment, elle a été remplacée par... voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais m'intéresser à faire du test par propriété. Alors, le test par propriété, c'est un truc super sympa, où en gros, vous avez une fonction, c'est-à-dire que vous avez une propriété, un test, et ça va vous générer aléatoirement plein de cas de test, et pour vérifier que votre fonction marche. Par exemple, si on veut vérifier, alors avec quick check, une propriété qui dit que si, quel que soit x et quel que soit y, x est toujours plus petit que y, et ben il veut, alors oui, bon, évidemment, ce serait bien si on disait qu'on avait des entiers, parce que sinon, par défaut, il nous sort un truc immonde et vous ne voulez pas savoir ce que c'est, voilà. Ben évidemment, après avoir essayé, il a trouvé que 0 était jamais plus petit que 0. Bon. Ok, maintenant on va vérifier l'égalité triangulaire. Tiens, x, y, x, y, z. Alors on trouve que si... Alors l'égalité triangulaire c'est quoi déjà? C'est que la distance... Ouais, la valeur absolue de... La distance entre... Bon, hop, ouais, mais, une distance, donc la valeur absolue genre entre de x moins y. Ouais, je sais plus prouver l'égalité triangulaire, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut prouver? Ah, on peut prouver que connaissant x, alors x plus 1 est toujours supérieur à x. Ça, je peux vous le prouver, enfin voilà, mais il peut nous le prouver. Maintenant, par exemple, si je dis connaissant x et y, x plus y est toujours supérieur à y, bah non, encore une fois, il va montrer que 0. Alors maintenant, on met supérieur et égal. Voilà, il a montré que si y est négatif, et ben x plus y n'est pas toujours supérieur à y. Ça, c'est assez fort. Le problème, c'est que bah, ça marche bien pour les entiers, mais comment est-ce qu'on fait pour faire marcher ça sur un truc comme un arbre, par exemple? Bah, pour ça, on va créer la fonction qui génère automatiquement des arbres. Alors, si par exemple, je vais juste me montrer, si je dis generate arbitrary entier, là, il me sort... j'ai un doute sur ce que je suis en train de faire. La fonction générate, elle prend un générateur, ok. Oui, voilà, excusez-moi. Hop là. Donc si je lui demande de me générer arbitrairement des entiers, bah, ça me génère arbitrairement des entiers. Avec des flottants, c'est pareil, ok. Et avec des arbres de chaîne de caractères, il ne sait pas faire. Bon, on va lui apprendre à le faire. Pour ça, en fait, je vais lui dire que...
Ok, je vais dire que je vais créer une instance de arbitrary pour un tri-t. Une instance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tri-t, quel que soit t, sera un arbitrary. Donc pour ça, on va écrire la fonction arbitrary. On va écrire la fonction arbitrary. Arbitrary. Ok. Et cette fonction arbitrary, elle peut... on a deux façons de générer des... Enfin, on a le choix en fait. Donc en fait, ça va être... On va choisir entre arbitrary leaf, une feuille arbitraire, ou arbitrary node. Ok. Et alors, les fonctions arbitrary leaf et arbitrary node, on va les écrire. Alors, une feuille arbitrary, bah, c'est une feuille. Hein. Alors, il y a pur ici, on oublie ce que c'est pour l'instant, vous verrez plus tard, mais c'est pas vraiment important. En gros, ça veut dire que c'est une feuille, mais arbitraire. Bon. Et arbitrary node, alors ici, on va dire que pour créer un nœud, on a besoin d'un arbre gauche, qui est arbitraire, d'un arbre droit, qui est arbitraire. Alors ce qui est intéressant, c'est que la fonction arbitrary va utiliser récursivement elle-même. C'est-à-dire que maintenant, si on sait créer des arbres, alors on peut créer des arbres et d'une valeur v qui est arbitraire. Ça s'appelle utiliser l'autocomplétion à mauvais escient. Et on renvoie un node qui a un nœud, hop, voilà. Ah, d'accord, j'ai besoin de pur pour différentes raisons. Et alors v, il veut pas générer une valeur arbitraire parce qu'il faut pouvoir générer une valeur arbitraire pour tout t. Or, nous, on peut pas le faire, on a prouvé que ça marchait pas. Donc, il faut lui dire que t est arbitraire. En gros, on dit si t est arbitraire, alors je sais générer une valeur arbitraire pour tout t, à ce moment où t est arbitraire. Et là, maintenant, je suis capable de générer des arbres arbitraires. Donc, par exemple, un arbre vide, c'est un arbre arbitraire. Un arbre qui contient comme feuille cette chaîne de caractères immonde, c'est un arbre arbitraire. Celui-là, il est un peu plus compliqué avec d'autres chaînes de caractères un peu immondes. Voilà. Donc, par exemple, ce qui est marrant, c'est qu'on peut prendre cet arbre-là et appliquer, calculer la longueur de chaque sous-chaîne. Donc voilà, donc on a un arbre qui a d'ailleurs une seule chaîne qui fait 29 caractères. Je suis étonné. Ah oui, parce que, excusez-moi, mon arbre T, c'était ça. On génère un autre. Hein. Ouais, ça sort souvent des feuilles, pour différentes raisons que je ne débattrai pas aujourd'hui. Ça sort beaucoup trop de... Voilà, là on a un arbre T qui est plutôt sympa. Donc quelle est la longueur de notre arbre T? Voilà, 117 éléments. Et si je fais un fmap de length sur T, évidemment j'ai... Voilà. Je pense que 17 minutes, c'est pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer... bon, arbitrary, c'est peut-être un peu overkill pour aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer qu'on peut générer automatiquement assez facilement des sous-données aléatoires, à condition qu'on puisse générer, qu'on sache générer aléatoirement les sous-données, qu'on sait faire maintenant, et vous montrer qu'on peut créer un type très facilement. Je vous ai montré un exemple de fonction exploitant ce type-là. Et après, je voulais vous montrer qu'avec les deriving, on peut dériver des comportements génériques sur plein de choses. Et ce qui est super fort avec ça, ce sera le mot de la fin, c'est que vous pouvez, vous, en tant qu'utilisateur du langage, créer vos propres comportements dérivés. C'est-à-dire que show, ec, c'est des comportements built-in dans le compilo, mais hab, serialize, functor et foldable. Donc functor, c'est aussi built-in dans le compilo et foldable aussi, mais hab et serialize, ça vient de ces deux librairies. Data hab et data serialize. Donc en gros, les gens qui sont créés les fonctions de hachage, ils se sont dit ouais, ce serait cool si tout le monde pouvait automatiquement dériver des fonctions de hachage, voilà, pour stocker. Donc ils ont créé une librairie pour ça. D'autres gens qui se sont dit bah j'ai envie de faire de la sérialisation, ouais, mais ce serait bien si on pouvait dériver automatiquement la sérialisation. Et donc ça veut dire que si demain vous avez besoin de faire une librairie qui, je sais pas moi, fait un traitement particulier, vous dites ce traitement particulier, il peut être générique, et ben vous allez pouvoir vous-même écrire une fonction générique que l'utilisateur pourra dériver pour l'appliquer. Et ça, c'est très puissant. Voilà. Ça fait 20 minutes que je parle, c'est de toute façon n'importe quoi, je parle trop vite, je parle n'importe comment, j'avais rien briefé. Et dites-vous une chose hyper drôle, c'est que ça, c'est la version française, mais juste avant de faire celle-ci, j'avais fait la version en anglais, donc c'est la même, mais avec un accent dégueulasse, et en plus, c'est celle qui a servi à répéter. Donc, en fait, la version anglaise doit être dégueulasse. Allez, bisous, je vous aime, salut.